Bonjour, bonjour et bienvenue au café. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à ce café partagé. J'espère que nous sommes nombreux. Je ne sais pas combien vont nous rejoindre. C'est toujours un moment très sympathique à partager avec vous. Donc, je ne suis pas seul aujourd'hui. On va faire un petit peu un état de l'art de l'hypnose. Répondre à certaines de vos interrogations aussi sur l'hypnose. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec Christophe. Ouais. Bonjour à tous. Moi, j'ai une tasse aujourd'hui princesse parce qu'il y a l'état de l'art de l'hypnose, mais il y a l'état des princesses Disney. Donc moi, j'ai pris une tasse princesse. C'est un petit challenge que j'avais avec ma fille la plus jeune. Voilà, c'est fait. C'est fait, c'est gagné. Challenge remporté. Et Jean-Charles qui est avec nous aussi aujourd'hui. Et bonjour, encore un café Synapse aujourd'hui. Et puis moi aussi, j'ai ma tasse et c'est la classification périodique des éléments. Ça me rappelle peut-être des souvenirs à certains. Ah oui. Voilà. J'adore. Et aujourd'hui, Philippe, on travaille sur quoi déjà? Ah oui, c'est les différents types d'hypnose, c'est ça? Les différents types d'hypnose. Un petit peu un état de l'art de la chose. Ouais. Quand je suis rentré chez Synapse, je suis rentré pour faire de la PNL. Et en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'hypnose. Et à la fin de mon technicien, même à peu près au milieu de mon technicien, je me suis dit, mais je veux apprendre à parler comme ça. Je veux apprendre à faire ça. Et je me suis inscrit dans un tech hypnose, puis dans un prat hypnose, un maître prat hypnose, des options, du poids tabac, bref. J'ai fait comme la plupart des stagiaires Synapse, je suis tombé dans le piège. Et quelque part, la question. C'est violent, le piège. Oui, c'est violent, mais quelque part, le piège, il est là. Hein, c'est nous qui nous le tendons. C'est quand on voit quelque chose qui nous plaît, le fait de continuer à le faire, c'est notre piège. Alors, je suis tombé sur une école qui s'appelle Synapse et c'est un énorme hasard parce que c'est pas du tout sur des bases cohérentes que j'ai choisi Synapse. C'est pas du tout sur des bases réfléchies. C'est sur des bases très aléatoires. Et je trouve que je suis à peu près bien tombé. Maintenant, je me dis, quand je vois des stagiaires qui viennent en tech, c'est un énorme cadeau qu'ils font de nous faire confiance, de venir chez nous, parce que moi, personnellement, j'aurais pas connu Philippe, j'aurais pas mis les pieds dans un centre de formation sans avoir confiance, sans connaître. Donc, je trouve que ça, c'est assez chouette. Après, il y a aussi le type d'hypnose qui est enseigné. Et nous, là où je me suis formé, c'était de l'hypnose ericksonienne. Et à cette époque-là, je croyais que c'était le seul type d'hypnose. Et pendant très longtemps, je me suis formé à l'hypnose en pensant que je me formais à l'hypnose. Tout court, l'hypnose, celle qui existe. Et j'envisageais pas qu'il puisse y avoir d'autres choses. Et du coup, Philippe, peut-être que tu peux commencer à nous expliquer un petit peu comment toi tu vois l'hypnose ericksonienne au sein de toute l'hypnose en général. Oui, il y a plusieurs interrogations dans ce que tu dis. Il y a plusieurs interrogations. Déjà, le monde de l'hypnose. Le monde de l'hypnose, c'est l'hypnose ericksonienne. Aujourd'hui sur la planète, c'est moins de 1% de l'hypnose pratiquée. Dans certains secteurs d'activité, ça monte un peu, on arrive à 10%, pas plus. Aujourd'hui, l'hypnose ericksonienne, le principal pays qui fonctionne en hypnose ericksonienne, où l'hypnose ericksonienne est enseignée, c'est la France. La France est le leader de l'hypnose ericksonienne, clairement.
Aux États-Unis, c'est très, très minoritaire. Au Canada aussi. Partout sur la planète, c'est quasi inconnu. L'Angleterre commence à découvrir, là, actuellement, l'hypnose ericksonienne. C'est quelque chose qui leur paraît très intéressant. Ça change de leur façon de faire. Mais aujourd'hui, oui, c'est la France qui est le leader dans l'hypnose ericksonienne, de très, très loin. C'est quasi inconnu sur le reste de la planète. Même aux États-Unis, pourtant, c'est une technique américaine. Ça n'a pas une réputation fabuleuse. Ça a une réputation comme étant quelque chose de difficile. Pour un Américain, c'est difficile. Oui, Christophe? Ouais, ça me fait toujours penser à cette phrase que j'aime bien dire, nul n'est prophète en son pays. On peut se demander si c'est parce que Milton Erickson, qui vivait aux États-Unis, qu'on l'a pas utilisé, mais ça colle pas puisque Dave Hellman, et on en parlera, est américain. Mais je ferai un petit parallèle avec quelqu'un qui est pas du tout connu dans le monde de l'hypnose en France, c'est Émile Coué. Émile Coué, c'est un Français, et il y a qu'en France qu'on n'en parle pas dans le domaine de l'hypnose. Dans tous les autres pays, il est là. Donc tu vois, c'est peut-être un petit côté oubli à un moment donné dans notre culture. Mais la France a été le grand pays de l'hypnose jusqu'à l'école de Nancy. Ça a été vraiment un pays fabuleux dans l'hypnose jusqu'au moment où le freudisme est arrivé et où Freud, pas très doué en hypnose, a dit c'est pas bien ces trucs-là. Et où l'hypnose a été proscrite du pays. Et du coup, on avait une avancée phénoménale sur tous les autres pays et on l'a perdue. Les Américains ont récupéré parce que pour eux, l'hypnose, les Américains, c'est simple. La mentalité américaine est assez simple. Ça fonctionne, on garde. Ça fonctionne pas, on met à la poubelle. Donc, ils ont plutôt mis le freudisme à la poubelle et gardé l'hypnose dans beaucoup de cas. Et puis, oui, comme tu le disais, le grand monsieur de l'hypnose, c'est pas Milton Erickson. Le grand rénovateur de l'hypnose moderne, c'est Dave Hellman. Mais on y viendra peut-être plus en détail. C'est Dave Hellman qui est plus connu sur toute la planète et qui a plus rénové l'hypnose que ne l'a rénové Milton Erickson. Même si Erickson est un génie dont j'adore le travail et dont le travail, je trouve, est magnifique et empreinte d'une efficacité redoutable. Mais on y viendra pas. Voilà, il y a une question là qui arrive. Pourquoi en France plus l'hypnose ericksonienne? Je peux me permettre une petite théorie. C'est parce qu'en France, on aime bien faire croire qu'on n'obéit pas à ce qu'on nous demande de faire. C'est compliqué comme phrase, mais si c'est un peu enrobé, si c'est un peu, on donne l'impression que c'est nous qui avons le choix, le Français de base va aimer. Si on lui dit va par là, ça fonctionne pas. Si on lui dit, moi je pense qu'en allant par là, ça doit être super sympa, il fonce. Alors est-ce que c'est une histoire de culture, de socioculturel, de mentalité? On n'est bien sûr pas tous pareils, hein, je généralise volontairement, mais j'ai tendance à me dire que c'est peut-être un peu lié à ça qu'en France, on aime bien faire les choses différemment. Est-ce que ça veut dire qu'en France, on a un taux de mismatch plus important qu'aux États-Unis? J'ai une réponse. Hein. Moi, quand je fais une conférence en France avec sur un ton un peu provocateur, je vois il y a pas mal de gens dans le public. Si j'apporte quelque chose de nouveau, c'est beaucoup comme ça dans le public. Ouais. J'ai beaucoup de noms de la tête. La même conférence en anglais aux États-Unis, les gens ils sont. Ouais. Et je les vois bouger comme ça. Et je pense qu'il y a des taux de match et de mismatch qui sont pas les mêmes en France et aux États-Unis. Ouais, c'est clair. Ouais, je me rappelle ta conférence à Boston qui a été une ovation, qui a été une réussite absolue, où les gens étaient prêts à accueillir les nouveaux concepts. C'était assez fabuleux. Mais oui, c'est ça. Et puis surtout, on aime bien, nous, les Européens, mais surtout les Français, on aime bien ce qui est séduisant intellectuellement. Il faut, s'il y a une apparence de pseudo-complexité, parce que c'est pas complexe du tout, mais s'il y a un habillage de pseudo-complicité, on va plus adhérer que si ça paraît trop simple. Si c'est simple, ça peut pas marcher. Il y a Agnès qui nous demande que c'est quoi mismatch? Mismatch, c'est je suis pas d'accord. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, Jean-Charles. Merci, Christophe. Ou pas tout à fait d'accord. Les mismatchs, c'est soit pas d'accord, soit pas tout à fait d'accord. Il y a deux postures possibles. C'est bien, c'est varié. Et en fait, le match, c'est celui qui est ah ouais, c'est chouette. Mais d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose que je connais déjà. Alors que le mismatch, en fait, le match, il travaille en se focalisant sur les similitudes par rapport à ce qu'il connaît. Et le mismatch, c'est le champion du monde du jeu des 7 différences. C'est-à-dire que il y a un tout petit truc qui change. Il dit, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc le mismatch, c'est je ne suis pas d'accord.
Cathy Delbecq, bah non, c'est pas ça. Bah voilà. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy, oui, c'est ça, ça confirme. Bien, alors moi j'aimerais qu'on avance parce que on cause, Oui, on cause. dans ce que tu disais, il y avait quand même quelque chose d'important, c'est comment choisir un organisme où se former. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie interrogation aujourd'hui, c'est une vraie interrogation. Quand Synapse a démarré, il y avait on était une vingtaine d'organismes sur la France. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus de 380 mais c'est relativement simple pour choisir un organisme. Et je prêche pas pour Synapse forcément. Hein. Un peu, puisque c'est mon organisme préféré. L'inconscient n'entend pas la négation. Mais ce n'est pas le principal. D'abord, allez assister à une soirée conférence. Et s'il n'y a que du blabla, aucune démonstration, aucun savoir-faire qui est démontré, bah, laissez tomber, quoi. Si on vous baratine, ça reste du baratin. C'est qu'il n'y a pas de savoir-faire et que la personne n'est pas capable de mettre un savoir-faire en œuvre devant un public qui n'est pas choisi. Et ça, c'est pas vrai. Après, quand vous vous formez et qu'il y a des démonstrations qui sont faites entre les formateurs, fuyez de là. Allez-vous-en en courant, il n'y a pas de compétences. Et si on n'en a pas, on ne peut pas vous la transmettre. Donc, démonstration entre formateurs, c'est à proscrire. Ou des vidéos. Ouais. Ou des vidéos. C'est effrayant. C'est effrayant, là. Enfuyez-vous. On ne peut faire que du vrai. Si on vous dit, dans votre formation, si on vous dit, ne prenez pas des choses au-delà de 3 sur une intensité sur une échelle de 10, ouais, et quand vous serez tout seul, on est censé vous former à une compétence. Quand vous êtes dans des cabinets après, vous aurez affaire à des gens qui sont à 10 sur une échelle de 10 dans leur problématique. Mais si on vous a formé que jusqu'à 3, vous gérez comment? Vous serez tout seul. En formation, c'est le lieu pour se tromper. En formation, c'est le lieu pour expérimenter. C'est là que vous allez rencontrer des cas les plus compliqués. Et c'est là que vous aurez le formateur avec vous pour vous indiquer, pour corriger, pour vous tenir en sécurité. Donc, méfiez-vous de ça. Vous achetez, alors après, c'est tout le paradoxe. Est-ce que vous achetez une compétence ou un diplôme? Si vous achetez un diplôme, et que vous habitez un petit village, le gars qui organise les formations au coin de la rue de votre village, il est sûrement très bien si vous achetez un diplôme. Est-ce que vous allez vous former dans une école d'ingénieurs qui est dans votre petite ville parce que c'est à côté de la maison? Ou est-ce que vous achetez une compétence et vous venez vous former à l'ENA, à Centrale, à Polytech? Il n'y en a pas dans toutes les villes. Si vous cherchez une proximité, vous achetez un diplôme. Si vous cherchez une compétence, oui, il faudra vous déplacer dans des villes où ces formations de compétences sont organisées. Et des bons instituts, il y en a, petits ou gros. Des instituts qui sont là depuis longtemps. Vous avez Extrema, qui est un excellent institut de formation. Nous, on récupère les stagiaires quand ils ne peuvent pas continuer à Extrema pour une raison XY chez nous, sans aucun problème de se poser la question, ont-ils la compétence ou pas? D'autres écoles, on dit à l'entrée, on ne peut pas vous prendre chez nous parce que on sait très bien que vous n'avez pas le niveau et on ne va pas vous voler, on ne va pas vous prendre votre argent sachant que vous n'allez pas réussir au bout. Vous n'allez pas à l'avoir, votre examen. On ne vend pas des diplômes, on vend une compétence. Quelqu'un qui vient de l'Arche, par exemple, c'est quelqu'un que, sans aucun problème, on sait qu'il a le degré de compétence. Extrema, l'Arche, Génération Formation à Montpellier. Vous avez des bons instituts comme ça, qui sont petits ou gros, mais qui sont des gens qui ont de la compétence et qui vous délivrent une compétence. Vous n'achetez pas un diplôme. Évidemment, le petit boulanger du coin qui s'est reconverti et qui a fait juste un praticien, comme on en voit beaucoup, juste un praticien en hypnose et qui offre des formations en hypnose. Ah, il est près de chez vous, hein. Vous achetez un diplôme. Après, souvent, on voit la question de la taille des groupes pour se former en hypnose. Si vous êtes dans un tout petit groupe de 4 ou 5 personnes, c'est intime, c'est bien, on est confortable. Mais quelle expérience vous aurez pour travailler en cabinet?
il vous faut un panel, il vous faut des groupes assez conséquents pour pouvoir avoir des gens qui réagissent différemment pour expérimenter. Sinon, vous ne faites pas votre expérience. Vous allez sortir avec des techniques, peut-être, mais pas avec de l'expérience acquise. Ouais. Et vous serez tout seul après, il n'y aura pas le formateur à côté de vous. Donc, sur des groupes qui font une vingtaine de personnes ou une trentaine de personnes, eh bien oui, vous avez un panel. Vous n'allez peut-être pas travailler avec tout le monde, mais vous aurez du choix et vous aurez des problématiques différentes à rencontrer. Si les groupes sont trop petits, si vous avez des groupes de 5 ou 6 personnes, eh bien, je suis désolé, mais votre expérience acquise à la sortie, elle sera juste théorique et pas technique. Voilà, je suis un peu dur sur ça, mais j'en ai marre de voir des gens qui se font voler au coin d'un bois par des gens qui n'ont aucune compétence, aucune formation. Et puis, assurez-vous que ce sont des enseignants, bordel. C'est un métier, c'est pas une improvisation. Ok, vous allez nous l'énerver. Donc, si je comprends bien, ça me tient à cœur, je déteste qu'on vole les gens. C'est pas mal qu'on puisse voir la compétence avant d'acheter. Pas seulement avec du vidéo, mais vraiment en vrai. Pas mal de questions là sur le fil, formation par Internet. Non, en vrai, l'hypnose, c'est un corps à côté d'un corps. C'est pas que des mots à côté d'une oreille. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la taille des groupes. Après, on a la compétence. Est-ce qu'on peut rajouter aussi la variété des formateurs? Moi, là, je pêche directement pour un projet qui me tient à cœur, le projet Synapse. Il y aurait chez Synapse une personne centrale qui s'appellerait Philippe Vernois et qui serait la seule et unique personne qui a la vérité. Moi, je n'arriverai pas à m'inscrire dans un projet comme ça. En tant que stagiaire, j'y serais pas arrivé non plus. Et je pense que ça aussi, c'est un paramètre important, la variété des styles d'enseignement, même si on arrive quand même à trouver une unité dans ce qui est enseigné, des fois. Un fil directeur, oui. Alors, moi, j'aimerais qu'on avance. J'aimerais qu'on avance et il y a quelques mois de cela, nous avons pris la décision, c'était Philippe Vernois, Franck Platzek et moi, de refondre le maître praticien hypnose. Alors, cette refonte n'a pas eu lieu effectivement, vu que c'est toujours le même programme, mais on s'est mis devant un outil qui s'appelle une carte mentale, un mind map, et plutôt que de partir à faire un programme, on s'est dit, et si on faisait l'inventaire de tout ce qui existe en termes d'hypnose dans le monde, quelque part, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a vu, tout ce dont on a entendu parler, et on a construit une carte, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'affiche, cette carte. Ouais. On montre ce résultat, voilà. Donc, on a perçu 8 familles d'hypnose. Peut-être que tu peux les détailler, Philippe, ces 8 familles. Oui, bon, la grande famille qui pèse le plus sur la planète, c'est l'Hellmanien, évidemment. Mais on a aussi, et l'avantage, c'est que l'hypnose aujourd'hui se répand dans plein de champs. Alors, je n'ai pas trop parlé du spectacle, mais ça c'est autre chose. Mais ça, il sera inclus. On a aussi la speed hypnose, l'hypnose ludique, qui peut servir aussi bien en thérapie, qui est très utile en cabinet, mais qui est aussi fun, quoi. Il faut arrêter de ne mettre l'hypnose que dans la catégorie thérapeutique. Elle est un outil puissant de thérapie, mais pas que. Il y a des gens qui font du spectacle avec, il y a des gens qui s'amusent, qui font de la ludicité avec, et c'est sans risque. Si c'est fait correctement, il n'y a pas de problème. Et puis c'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a une grosse tradition tout au long de l'hypnose sur le côté spectacle et thérapeutique. Si on va rechercher ça, même chez les Égyptiens, le prêtre qui faisait de l'hypnose sous une autre forme peut-être, on aura l'occasion d'en parler, mais avait ce côté spectacle. Plus tard en France, Charcot utilisait aussi un hypno de spectacle. Dave Hellman était un hypno de spectacle. Donc les deux sont vraiment intimement liés. Oui, complètement. Et c'est un outil polyvalent, qui rentre dans un méta-outil, je dirais, qui rentre dans plusieurs spectres. Dans le spectacle notamment, dans la ludicité notamment, dans la thérapie notamment, dans la médecine notamment.
L'hypnose spirituelle. L'hypnose spirituelle, c'est une forme d'hypnose qui date il y a très longtemps, mais qui revient à la mode pas mal en ce moment, avec des approches différentes. Pendant longtemps, c'était plutôt des spirites qui faisaient des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est des courants qui sont portés paradoxalement par des psychiatres américains. Donc, on a toute une branche avec l'hypnose spirituelle. Un truc qui revient à la mode, l'hypnose chamanique. Alors, je parle pas de chamanisme comme ça se pratiquait habituellement, mais de ce qu'on appelle le néo-chamanisme. Le néo-chamanisme est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est un peu comme la sophrologie l'a été à la culture indienne et à l'hypnose. C'est-à-dire qu'on a repris les principes sous-tendant le chamanisme, déshabiller des sauces un petit peu culturelles, en gardant une petite dose de sauce culturelle quand même dessus, et moderniser la chose et adapter à tout le monde. Un chaman, en principe, c'est quelqu'un qui se traduit, qui a un élève dans sa vie, deux si le premier décède, et qui ne transmet qu'à un initié. Et aujourd'hui, on voit des stages de chamanisme partout, mais c'est pas le chamanisme antique, c'est le chamanisme rénové. C'est ce qu'on appelle le néo-chamanisme et qui est quelque chose qui est porteur de sens, quelque chose qui a su, et ça c'est la force de l'époque où on vit, c'est de savoir tirer la quintessence, la modélisation de ce qui se faisait de manière traditionnelle, comme le rebouteux par exemple, et d'en faire un outil qui est transmissible à tout le monde aujourd'hui. Et le chamanisme moderne, le néo-chamanisme, c'est exactement ça. C'est la force aujourd'hui. On vit une époque formidable. On vit l'époque où on a Internet, où on a des outils de modélisation, où on peut voyager partout sur la planète. Donc les connaissances arrivent de partout. On peut les agréger. On peut fabriquer et moderniser et déshabiller les côtés mythes qu'il y a au-dessus, ou en garder un petit peu parce que c'est toujours agréable la métaphore. Ça fait partie du décorum, hein. Ça fait partie du décorum. Tout à fait. Et aller à l'essence de l'outil. Là où ça prenait des années, on peut le résumer à quelques mois maintenant pour se transmettre une compétence et un outil. Ça, c'est la puissance de cette époque, de cette ère où tout est possible, quoi. C'est ça qui est fabuleux. Après, on a quelque chose que moi, je ne classe pas dans l'hypnose, mais qu'aujourd'hui, en France, on voit beaucoup rapprocher à l'hypnose parce que le fait d'appeler le terme hypnose, c'est vendeur. C'est vendeur, hypnose. Donc, on a mis tout ce qui est mouvement oculaire dans l'hypnose. Et là, tu peux l'ouvrir parce que si tu veux la petite case mouvement oculaire. Vous allez avoir le MDR, voilà, les inductions par les yeux parce que ça existe, les inductions oculaires. Le MDR, l'IMO, le DNR, qui sont tous dérivés, toutes ces pratiques à l'origine viennent de ce qu'on appelait le roulement des yeux de la PNL, qui sont pas de l'hypnose du tout, hein, c'est un phénomène physique, qu'on comprend pas très bien ce qui se passe neurologiquement au niveau du cerveau, mais c'est efficace. Mais aujourd'hui, souvent, on le voit présenté comme de l'hypnose. Non, ce n'est pas de l'hypnose, c'est un outil de fond de panier, c'est un outil d'accompagnement. On ne fait pas une thérapie que à base de ça. C'est un outil de complément, même s'il est puissant, hein, et c'est des outils puissants. Des fois mal utilisés aussi dans certains contextes. Mais pour moi, ça n'a fait pas partie de l'hypnose, même si aujourd'hui, vous allez le trouver dans beaucoup de choses où on dit c'est de l'hypnose. Le MDR, c'est de l'hypnose. Non, ce n'est pas de l'hypnose. C'est un autre état, c'est un autre outil. Philippe, si je peux me permettre, souvent on confond l'outil EMDR, les mouvements oculaires, la stimulation bilatérale, et la façon dont même Shapiro l'utilisait. N'oublions pas qu'elle était psychologue, elle avait donc un autre outil et avait greffé l'outil EMDR à ce qu'elle utilisait déjà. Tout à fait. Tout à fait. Au même titre que Richard Bandler a mis des mouvements oculaires dans certaines techniques de PNL. On est dans un accompagnement holistique global. Tout à fait. Et oublions pas que Shapiro, a été formé au roulement des yeux PNL, et c'est de là qu'elle a dérivé sa technique. Alors, Philippe, il y a juste des questions. Voilà, voilà. Sur le fil. Mais comme on va développer au fur et à mesure, c'est aussi là on fait un premier tour. Ouais. Excuse-moi, Jean-Charles. Chaque boîte va être développée pour que vous voyez un petit peu plus précisément. Il y a quelqu'un qui dit mais où est l'hypnose symbolique? Justement, on va le voir. Oui. Est-ce que vous pratiquez tous les styles d'hypnose chez Synapse? On va pas vous faire une formation approfondie à tous les styles d'hypnose, mais on essaye de faire en sorte que vous sortiez d'un cursus complet avec le plus de possibilités de continuer à vous ouvrir. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas de faire de vous des hypnos terminés,
J'aime bien ce mot terminé. J'ai terminé cet élève. Mais des hypnos commencés. Et que vous continuiez. Nous, là, vous voyez 3 personnes devant vous. Bah, tous les ans, on s'inscrit à des formations. Et pour Philippe, mais également pour Christophe et pour moi, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des formations qu'on n'a pas encore faites. Donc, on fait des kilomètres. C'est clair. On va aux États-Unis, on se déplace pour aller chercher d'autres formations qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore faites. Mais on essaye d'ouvrir les choses, ouais, le maximum. Philippe, donc, oui, je reviens sur le diagramme. Ouais, on va développer un petit peu le diagramme. Voilà. L'hypnose conversationnelle, bon, c'est une hypnose de surface qui est très intéressante, que j'adore, qui concerne le langage d'influence et tout ce qui est recadrage. Voilà. Là, on n'a pas besoin. Alors, évidemment, si je veux travailler sur des traumas, c'est pas avec cet outil-là que je vais y travailler dessus. Mais la prise de conscience, amener d'autres ouvertures, d'autres pistes. Si vous allez voir un thérapeute qui il vous dit « moi, je ne fais que de l'hypnose conversationnelle », cassez-vous de là. Cassez-vous de là. C'est pas la peine. Vous n'aurez pas beaucoup d'effets, il va vous prendre votre argent. Au bout de 10 séances, vous n'aurez pas beaucoup évolué. Si, quelques prises de conscience, mais c'est tout. Mais l'hypnose est un outil rapide. La même chose, est-ce que c'est pas la même chose avec un hypno qui dirait « je ne pratique pas l'hypnose conversationnelle ». Comment est-ce qu'on peut ne pas pratiquer l'hypnose conversationnelle? Tout à fait. Ça fait partie de votre accueil, ça fait partie de votre ensemble, c'est l'ensemble. Mais encore une fois, souvent, et on parlera des profondeurs de trans un petit peu plus loin, mais souvent, si on fait que du conversationnel, c'est un outil plus d'influence, et la télé en est pleine, les publicités sont pleines, et c'est fonctionnel. Les hommes politiques, oui. Je vois une question, et l'EFT. Non, l'EFT, c'est pas de l'hypnose, c'est autre chose. Et merci Gary Gray, merci pour ce travail fabuleux qu'est l'EFT. C'est un outil de fond de panier, c'est un outil de complément, c'est pas un vrai outil de thérapie. Il a créé ça pour le quotidien, que tout le monde puisse s'approprier quelque chose au quotidien. Et je trouve cette démarche, et il l'a mis gratuitement en ligne. Ce qui me sidère, c'est de voir des formations payantes en EFT. Alors Gary Gray a mis tout ça gratuitement en ligne, et il y a des escrocs qui font des formations payantes en EFT. Encore un coup de gueule. Je suis désolé. Emotional Freedom Technique, c'est ça? Emotional Freedom Technique. Ouais. Oui. Voilà. C'était un aparté sur l'EFT, mais j'ai vu passer ça, je peux pas le laisser passer, c'est pas possible. Oui, moi j'ai vu un message passer et il est en colère, Philippe, aujourd'hui. Non, il n'est pas en colère. C'est un sujet qui le touche. Voilà. Il parle du fond du cœur. L'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est un outil fabuleux, c'est un outil génial, c'est un outil puissant. C'est pas un outil qui fait le café, c'est parce que je vois souvent des choses, on demande à faire le café, l'outil doit être surpuissant, doit tout faire. Non, c'est un outil qui peut vous aider à gérer votre qualité de vie, à gérer votre stress, la confiance en soi, à développer des talents, des compétences, qui peut être générationnel en vous, mais qui sera toujours plus limité que d'un accompagnement. Ça, c'est clair. Même si c'est un outil que je vous encourage à pratiquer au quotidien. Christophe? Alors, moi, je vais intervenir parce que tous les lundis, ceux qui nous suivent, on se retrouve sur la formation avec Franck Auto-Hypnose. Bien entendu, c'est un outil pour faire plein de choses. Mais rappelons-nous, on est notre propre spectateur et il y a une espèce de dissociation entre nous et nous. À quel moment je vais être assez honnête pour aller mettre le doigt là où ça fait mal? Dans l'accompagnement, dire, OK, maintenant, là, rends-toi compte de ça. Mais je vais même plus loin. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai dans l'hypnose et l'auto-hypnose, il ne me viendrait mais même pas à l'idée d'aller travailler un trauma en auto-hypnose. J'ai besoin d'accompagnement. J'ai besoin de quelqu'un en support, je suis mal, je vais avoir besoin de quelqu'un qui m'accompagne. C'est réellement pas une solution qui marche pour tout. Gardons un peu de conscience. Et moi, je veux pas faire mon coup de gueule parce qu'il y en a pas besoin, mais ça m'énerve aussi de voir, et je regardais un peu ce qui se faisait sur Internet. J'ai découvert dernièrement une séance d'hypnose, d'auto-hypnose pour gérer un trauma. Mais moi, ça me fait halluciner. Là, je suis au taquet de ce que je peux voir. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est carrément dangereux et irresponsable. Quelle différence vous exprimeriez entre auto-hypnose et méditation? C'est la question à 100 000 €, celle-là, tiens.
D'abord, méditation, c'est un terme vague. Quelle méditation on pratique? Est-ce que vous faites du zazen? Est-ce que vous faites de l'introspection? Des formes de méditation, il y en a. Souvent, les gens disent méditation, mais ils ne précisent pas quel type de méditation. Dans les méditations orientales, il y en a plein. Dans les méditations occidentales, il y en a plein. C'est quel type que vous faites? Est-ce que vous faites le vide ou est-ce qu'au contraire, vous rentrez dans vos pensées et vous triez vos pensées, vous faites des bilans, ou est-ce que vous essayez de vous unir au tout? Il y a plein d'axes différents dans la méditation, plein de techniques. Ben, c'est pour ça que le mindfulness résume pas mal de techniques, et être conscient de l'instant présent, c'est pas la seule forme non plus de méditation. Donc, il y a beaucoup de formes. Après, la différence entre l'état méditatif et l'état hypnotique, c'est la dissociation. Il n'y a pas d'hypnose sans dissociation. Ce qui caractérise les états modifiés de conscience, parce qu'il n'y a pas un seul état hypnotique, il y a beaucoup d'états hypnotiques différents, c'est avant tout la dissociation. Il faut qu'il y ait dissociation. Dans la méditation, il peut y avoir de la dissociation ou ne pas y avoir de la dissociation. Donc, ça dépend de la méditation que vous pratiquez. Quand vous faites de la méditation à la façon, comment dirais-je, sophrologie, qui s'est beaucoup inspiré de l'hypnose, mais beaucoup inspiré de la méditation aussi. Eh bien, il y a des dissociations, elles sont corporelles. Vos dissociations, alors la dissociation, c'est pas je me regarde de l'extérieur. Des fois, oui. D'autres fois, c'est autre chose. Là, ça peut être juste, je suis conscient de mon corps et c'est une forme dissociative. Il y a beaucoup de formes dissociatives différentes. Je suis conscient de mon passé, je me vois dans mon passé, c'est une forme dissociative. La dissociation, elle peut être en action ou en inaction. C'est pour ça que, par exemple, en hypnose humaniste, moi, je suis toujours douteux quand quelqu'un invente une forme d'hypnose. Je ne crois pas beaucoup. En général, on reprend des formes d'hypnose existantes, on fait un joli packaging marketing et on tient un blabla marketing dessus. Je suis désolé, aujourd'hui, je suis un peu... Mais on a dit qu'on faisait un état de l'art, donc je dis les vérités, même si ça va pas me faire que des amis. Il y a un hypnose humaniste, c'est comme un hyper-impéria. C'est de l'hyper-impéria, de toute façon, en grande partie. C'est un mélange d'hyper-impéria et d'autres courants, un peu de spirituel, un peu de choses comme ça. Des courants que les Français connaissent pas et qui ont été assemblés pour faire un joli cocktail, une jolie offre, qui est très sympa. Vous êtes dissociatif. Par extension de champ de conscience, mais c'est une dissociation. C'est pas la dissociation habituelle par focus interne qu'on voit souvent. Et souvent, on voit ça en ericksonien en France, c'est que les gens ne savent faire que du centrage intérieur et se focaliser. Tu es bien à l'intérieur de toi et une dissociation conscient-inconscient. C'est à peu près tout ce qu'on voit. C'est dommage. Je t'interromps, Philippe, parce que je t'entends dire des termes qui sont dans d'autres cases du schéma et je pense qu'on en fasse le tour d'abord. Ok. J'aimerais juste rajouter quelque chose et par rapport à ce que vous avez fait dans les 2 paroles d'experts, vous en avez parlé de ce fameux ikigai, la zone de contact. Oui. Pour moi, l'hypnose, il y a une espèce d'ikigai aussi au milieu et il y a plein de branches et des choses qui se touchent. Donc, bien entendu, dans tout le schéma qu'on a là, on a des zones de connexion et la méditation est une zone de connexion aussi à l'hypnose. Moi, j'ai fait des arts martiaux et mon sensei nous apprenait à faire de la méditation de combat. C'est particulier de la méditation de combat. Mais avec du recul aujourd'hui, c'est juste pour moi une pseudo-orientation dans le temps, comme je le ferai en hypnose aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puisque j'imaginais comment allait se faire le combat. Pour lui, il appelait ça de la méditation de combat, issue des techniques japonaises. Donc finalement, est-ce que les deux sont pas extrêmement liés? Mais d'une certaine manière, pardon Philippe, quand on analyse l'état de l'art de toutes les techniques, je pense qu'il faut qu'on se focalise sur quel est le cœur de chacune des parties et non pas quelle est sa limite, quelle est sa frontière. Ah, mais non, mais ça c'est de telle famille, ça c'est. En fait, si on cherche des frontières, on fait du marketing. Si on se focalise sur le cœur, on fait de l'épistémologie. C'est pas la même chose, c'est pas la même démarche. Et je crois que mieux comprendre d'où viennent chaque partie, à quel moment elles ont été pensées et de quoi elles s'inspirent. Parce qu'en fait, tout s'inspire de tout à la fin. C'est pas définir des limites, mettre des fils barbelés en disant voilà, mon carré, c'est celui-là et là, c'est chez moi et ça s'appelle comme ça. Moi, j'appelle ça du marketing. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a tellement de formes d'hypnose différentes que j'encourage. Quand on rentre, tu le disais au début, quand on rentre dans ce champ,
Quand on rentre dans ce champ, c'est un piège. C'est un piège parce qu'on est tellement passionné par l'esprit humain que ça nous donne envie d'aller plus loin, toujours plus loin. Et plus on en découvre, plus on veut apprendre, plus on cherche d'autres choses à apprendre. Et moi, je suis rentré par l'hypnose ericksonienne dans l'hypnose. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un que tu m'avais présenté d'ailleurs, qui avait travaillé avec toute l'équipe en Italie des thérapies brèves, avec Bandler aussi, avec Grinder, qui faisait partie de la bande et qui m'a expliqué ce qu'il faisait en hypnose. Et là, je me suis dit, mais attends, aujourd'hui, on est propre sur nous. Aujourd'hui, on est propre sur nous, on est des je sais plus comment on dit ça, mais vous savez, l'humour à la télé, aujourd'hui, on peut pas dire n'importe quoi. À l'époque de Coluche, on pouvait dire n'importe quoi. Des proches, ils passeraient plus à la télé. Et eux, ils faisaient des choses irrespectueuses. Ils faisaient des choses nos limites. Et il m'avait expliqué que, à force de faire ça lui a fait peur. À un moment, il a arrêté. Oui, quand il s'est retrouvé collé au plafond, il m'a raconté quand il s'est retrouvé collé au plafond, ça y était déjà arrivé, mais qu'il n'arrivait plus à regagner son corps. Et ça lui a fait peur, il a arrêté. Après 10 ou 20 ans, il a arrêté. Et là, je me suis dit, mais pour moi, ça n'existe pas dans le monde de l'hypnose. Pour moi, c'est pas carré, c'est pas bien. Et je me suis dit, mais je me mets des limites, j'ai des croyances limitantes. Eux les avaient pas. Et j'adore Bandler, j'adore ce que fait Bandler, et il n'a pas de croyances limitantes. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui me reste à découvrir dans le monde de l'hypnose? Eh bien, c'est ces pans-là, parce que je connais beaucoup de choses en hypnose, et ces pans-là, je les connaissais pas. Eh bien, je suis allé aux États-Unis, je suis allé un peu partout, je suis allé en Suisse, alors j'ai parcouru la planète pour me former à toutes les techniques, aussi bizarres soient-elles en hypnose, parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose que l'on n'a pas appris et expérimenté. Et il y a des choses qui m'ont déçu. Et il y a des choses qui m'ont ravi. Mais pour pouvoir parler de quelque chose, il faut le connaître. C'est une base. Au risque d'être un peu structurant, je vous propose qu'on revienne un peu. C'est vrai. Mais je me demande si ça fait pas partie de mon rôle chez Psynaps. C'est ton rôle, c'est ton rôle. Donc, on a déjà, on a toute une partie à développer sur l'hypnose ericksonienne également. Qu'est-ce qu'on a? Médical, symbolique universelle, psychothérapeutique, comment tu détaillerais ça? Ben, je détaillerais ça. Pour moi, il y a des grands courants. Ben, il est certain que l'hypnose médicale appartient aux médecins. Et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce n'est pas notre rôle. Si vous n'êtes pas médecin, ce n'est pas votre rôle. L'hypnose médicale, c'est pour les médecins. Et c'est pas les mêmes problématiques. Je veux dire, quelqu'un qui a besoin de faire une piqûre, un infirmier qui a besoin de faire une piqûre, quelqu'un qui travaille dans le corps médical, les problématiques dans lesquelles il est confronté sont bien spécifiques. Et donc, il a besoin d'outils bien spécifiques pour ça. Et l'éricksonien, il est magnifique pour ça. Il est capable d'amener une distraction à l'enfant à qui on doit poser un drain, de faire une piqûre sans douleur, un accompagnement fabuleux. J'ai des amis qui sont anesthésistes et qui utilisent l'hypnose. C'est 5 fois moins de produits anesthésiques quand ils utilisent l'hypnose. C'est fabuleux. Et c'est des formations spécifiques. C'est vraiment un besoin spécifique de l'hypnose médicale. La dentisterie, c'est pareil. Pouvoir intervenir sur des personnes en mettant moins de produits ou en mettant pas de produits du tout d'ailleurs, parce que certains peuvent être allergiques à certains produits. C'est un vrai outil. C'est un vrai outil, c'est une vraie compétence et c'est des vraies techniques, même si elles sont simples. Les coloscopies, je sais qu'en Bretagne, il se fait des coloscopies et qu'elles se font avec ce qu'on appelle le souvenir agréable, qui est une technique relativement simple, mais c'est pas parce que c'est simple que ce n'est pas puissant. Alors, il y a quelque chose que tu as dit qui, moi, on est dans l'échange, dans le débat aussi, dans cette émission. Tu as dit c'est pas la même chose. C'est pas la même chose dans le but pour moi. Oui. Maintenant, quelqu'un formé à l'éricksonien, qui aurait ses compétences médicales à côté, va bien sûr pouvoir faire une chose. On n'a pas forcément besoin d'avoir une formation médicale pour faire l'hypnose médicale. Je vais juste citer quelqu'un de pas trop connu en France, quoique, Dave Hellman, qui disait « Je ne suis pas médecin, mais j'apprends à des médecins à faire de l'hypnose. Chacun son métier. » Tout à fait. La compétence hypnotique, elle peut être très large et elle inclut ça. Pour autant, le besoin du médecin, c'est pas d'avoir l'ensemble de la compétence hypnotique pour ça. Mais il y a même des médecins qui envisagent d'apprendre quelque chose de quelqu'un qui n'est pas un médecin. Tout à fait. Mais oui, parce que c'est pas, ils ont autre chose à apprendre dans d'autres domaines de compétences beaucoup plus larges.
que juste d'apprendre le besoin qu'ils ont en hypnose. C'est tout à fait compréhensible. Mais c'est leur domaine et faire l'acte, faire l'intervention, c'est vraiment de leur domaine. Après, ils peuvent l'apprendre de médecins ou de non-médecins, de spécialistes de l'hypnose qui sont peut-être le faire de manière, mais qui ne vont pas le faire pour ça. Maîtrise la technique, c'est pas la même chose que l'acte chirurgical ou que l'acte posé en médecine. Comme on est un peu dans la provoque, je vois passer un message sur la médecine philippine, les chamans philippins, ces fameuses opérations à main nue. Alors, on va juste être d'accord, c'est pas de la médecine. C'est très clairement de l'influence par des processus magiques, mais magique, j'entends illusionniste, et aussi par un état d'esprit. Mais pourtant, ça donne aussi des résultats. Mais pour moi, c'est pas réellement du médical, c'est justement la limite entre les deux, où la personne qui est allongée va penser que, même si dans les faits, alors ne généralisons pas une fois de plus, mais la grande majorité, à défaut de la totalité, de ces chirurgiens à main nue ne sont pas vraiment dans l'intervention chirurgicale. Ah non, du tout, du tout. Et moi, je m'en méfierais parce que c'est bien de jouer sur le placebo, mais c'est limité quand même et ça peut provoquer d'autres choses derrière. Donc, non. Moi, je souscris pas à ce type d'intervention. Laissons à la compétence médicale ce qui est à la compétence médicale. Par contre, tiens, je vais faire un parallèle. Dans les médecins, il y a des médecins qui font de la psychologie. Et ça s'appelle des psychiatres. Et nous, on en a dans l'équipe qui font un super travail. Et eux, ils ont une compétence plus large que le domaine médical, puisqu'ils ont une compétence clinique. Et l'hypnose qu'ils font peut, après, aller répondre à des besoins qui sont psychologiques. Et eux ont cette compétence-là. Par contre, le médecin de quartier, le médecin qui n'est pas psychiatre, qui est chirurgien ou d'autres, ou dentiste, quelle compétence il a, puisqu'il n'a pas été formé à la psychologie? C'est plus les psychologues qui devraient revendiquer. Et on voit souvent des médecins qui revendiquent l'hypnose dans le champ psychothérapeutique. C'est un autre champ de l'hypnose auquel, autant les médecins ont tout à fait la compétence pour le médical, autant ils ne sont pas de formation, que je sache, ils ne sont pas une formation de psychologue, à part les psychiatres. Je souscris à ce que tu dis, mais je pense que dans ce café Parole d'experts, là, on va dans la discussion qui sert à rien, qui sert pas à mieux comprendre l'hypnose. Elle sert à mieux comprendre le fond de commerce des différents métiers et elle n'alimente pas le fond de notre discussion. Donc quelque part, revenons à ce qu'on avait prévu de présenter. Donc là, on a notre schéma, on a développé toute la partie de gauche, voilà. Donc, on a ericksonienne, auto-hypnose, conversationnelle et mouvement oculaire. Et il nous reste cette partie de droite, là. L'Hellmanien. Le plus grand champ à développer, c'est l'Hellmanien. Dave Hellman, c'est le grand rénovateur de l'hypnose moderne. C'est lui qui vient du spectacle et qui se met à enseigner l'hypnose à la médecine, qui se met à enseigner l'hypnose, à la vulgariser presque, et à l'enseigner à beaucoup de gens. Déjà, on est à quelle époque? Dave Hellman, il est né en 1901 pour Erickson, et on va dire qu'il va réellement commencer à travailler sur l'hypnose à partir des années 40. Si je vais faire un parallèle, Dave Hellman, pour moi, c'est le Arthur qu'on a aujourd'hui, nous. C'est-à-dire, c'est un showman, un producteur de radio, à l'époque, pas de télé, un homme qui sait faire plein de choses, qui va s'intéresser à l'hypnose et qui, à un moment donné, par concours de circonstances, ou certains disent il n'y a pas de hasard, va commencer à utiliser des techniques de spectacle pour former des médecins. Et derrière, alors, quand on parle d'hypnose hellmanienne, souvent en France, on entend comme c'est un courant de l'hypnose. Non, c'est pas un courant. Ça regroupe des dizaines, des vingtaines de courants différents qui se développent avec des styles différents. Klein, d'un côté, va pas faire la même chose que David Quickley ou que David Frédéric. C'est des styles totalement différents qui ont développé des courants. Erickson était un des courants du hellmanien. Erickson était formé en hellmanien et le faisait à sa façon et a adapté l'hypnose hellmanienne à sa façon et ça a donné le courant ericksonien. Là, on l'a mis à part parce que c'est un courant qui nous est
c'est cher, hein, qui est cher à notre cœur. Mais vous avez plein d'autres courants. Vous avez tout ce qui est la catégorie des inductions hegmaniennes, et puis il y en a plein de sortes différentes. Vous avez des courants qui sont développés comme la deep hypnose, par exemple. Alors, quand je dis deep, attention, parce que Christophe en parlera aussi. Qu'est-ce que c'est la deep hypnose? Nous, on se fie à une échelle qui est l'échelle de Harry Aaron. C'est l'échelle officielle de la NGH. En 6 niveaux, il y a 6 niveaux de transe. Et pour nous, la deep, c'est niveau 7, 8 et 9. C'est des niveaux au-dessous de ça. L'hypnose profonde, c'est des niveaux au-dessous de ça. Ne pas confondre avec les… je te passe le relais. Allez. En fait, la deep hypnose, c'est les travaux de Sickort au début, hein, Walter Sickort, qui était une fois de plus, tiens, on y revient, un homme de spectacle. Et lors d'un spectacle de speed, il a simplement dit à son assistante, il travaillait beaucoup avec son assistante pour faire de l'illusion hypnotique, il lui a dit, va le plus loin possible que tu n'aies jamais fait. La problématique, c'est que son assistante, elle était tellement habituée à faire de l'hypnose qu'elle s'est lâchée, et même lui s'est rendu compte qu'elle mettait du temps pour revenir. Il avait découvert les niveaux les plus éloignés du niveau de base qu'on appelle le niveau somnambulique. Donc la deep, c'est tout ce qui va être dans les niveaux post-somnambuliques, donc les 6 premiers niveaux, hein, au somnambulique à la fin, et on va aller encore plus loin pour aller chercher 2 états particuliers. Tout à la fin, on va aller soit vers le très très haut, soit vers le très très profond. Si je devais être un peu moins métaphorique, soit vers le côté très corporel, aller travailler dans l'inconscient le plus profond, ce qui gère notre respiration, nos cellules et ainsi de suite, soit aller travailler vers quelque chose de plus grand, de plus ouvert, une giga extension de champ de conscience. Ça, c'est un peu ce qui a été fait, donc les travaux de Sickort repris par Ramet, et on va en parler avec Omni aussi. Jerry Kine a aussi travaillé sur ces niveaux de profondeur. Voilà un peu en gros ce que serait la deep. Voilà. Petite particularité, juste dans les derniers niveaux, autant jusqu'au niveau 6, il y a une interaction entre le sujet et le thérapeute, interaction directe, autant dans les niveaux de deep hypnose, le sujet, il est carrément plus là. On va avoir, et on va mettre heureusement en place des moyens de communication avec lui, mais dans les niveaux les plus profonds, il y a un état soit catatonique, soit ce que moi j'appelle un état, peut-être parce que je suis proche de la mer, mais la méduse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune tonicité musculaire et vous avez l'impression que vous avez un corps sur la table, on travaille d'ailleurs allongé, et que l'esprit, il est parti ailleurs, on ne sait pas trop où. Ça, c'est dans les expérimentations les plus poussées. Très juste. Et ça, c'est de la deep. C'est-à-dire que souvent, on entend parler d'hypnose profonde. C'est pas la même chose que la deep. Quand on voit des gens qui utilisent le terme hypnose profonde, et ils utilisent ce terme pour qualifier les niveaux somnambuliques. Alors après, est-ce qu'il y a une différence entre les niveaux de transe? Oui. Mais ça ne veut pas dire que si vous travaillez en hypnose non profonde, vous n'êtes pas efficace. Ça dépend de ce que vous recherchez. Pour un arrêt du tabac, il vaut mieux travailler à un niveau non profond. Si vous faites des opérations, on ira en deep plus, avec les niveaux ESDAL ou autres. Mais ça dépend de ce que vous faites, le travail que vous faites. Il n'est pas toujours utile d'être à des niveaux de transe profonds. Et des fois, ça peut être contre-productif d'être à un niveau somnambulique pour certaines choses. Donc, c'est toujours par rapport à ce que vous faites. Il est bien de savoir travailler, non pas juste en niveau de surface, et de savoir travailler à tous les niveaux. Parce que c'est vrai qu'on voit des gens qui ne savent travailler que… mais s'ils font que de l'arrêt du tabac, ça va. S'ils vont sur d'autres choses, ça peut être plus limitant. Donc, je vous encourage à parcourir la gamme des formes d'hypnose. On avait dans le diagramme aussi, par exemple, d'autres courants, parce que j'ai vu une question, pourquoi on rattache la deep hypnose à Dave Hellman? Oui, parce que c'est du hellmanien, c'est un des courants du hellmanien. C'est du directif, très clairement. Très clairement, voilà. Oui. Mais vous avez d'autres choses. Vous avez Hyper Imperia, qui est aussi dans un courant hellmanien, qui est là, à l'inverse, une extension de champ de conscience, c'est-à-dire que votre esprit va grandir, va être plus large que vous. Ça a beaucoup d'avantages de travailler avec cette chose-là, avec ces inductions-là, ces façons de faire-là. Et c'est un courant qui a été développé. À l'origine, c'est rigolo parce que l'Hyper Imperia a été développé pour reproduire les effets du LSD et des caissons d'isolation sensorielle. Oui, c'est ce que disait Richard Bandler. Il disait ça sert à rien que vous dépensiez votre argent à acheter des substances. Vous êtes équipé pour. Vous n'avez besoin d'aucune substance extérieure.
Et Don Gibbons, qui a inventé l'hyperampéria, ce qui est très rigolo, c'est qu'il avait du mal à faire une concentration à l'intérieur. Il travaillait avec des prisonniers. Alors, si en plus on était obligé de leur demander de se focaliser sur leur intérieur alors qu'il est en quatre murs, donc il a trouvé le moyen de s'évader, même s'il l'avoue, Gibbons a beaucoup testé, comme tu le disais, plein de drogues pour pouvoir générer le même état dans cet état hyperampérique. Et ça donne un outil qui est assez fabuleux, peu connu en France. Plus dans le monde anglo-saxon, mais c'est quelque chose d'assez fantastique. Alors, il va falloir qu'on avance parce qu'il reste ah oui. bientôt 10 minutes. On va parler d'Omni. On va parler oui, voilà. Il y a eu des questions sur qu'est-ce qu'Omni tout à l'heure. Omni, c'est un courant hellmanien développé par Gerald Kine, alors qui nous a quittés en 2017, je crois, qui a été un élève d'Hellman et qui a développé son courant lui. Alors au tout début, purement dans la tradition hellmanienne, puis après il s'est un peu agrandi et Omni reste plus qu'un courant, avant tout une école et un style particulier. Mais comme on en trouve plein aux États-Unis, parce qu'on trouve plein, on a Kappa aussi qui a créé un style d'hypnose du genre Omni, on a plein de choses. C'est intéressant Kappa aussi, ouais. Voilà. Et Gerald Kine est surtout connu parce qu'il a été un élève d'Hellman et parce qu'il a beaucoup échangé. Et c'est un de ceux qui a mis, d'ailleurs, c'est rigolo, on disait pas d'hypnose sans contact. C'est un de ceux qui a mis les premiers e-learning en place dès les années 80 dans l'hypnose pour permettre aux gens qui avaient fait leur formation de continuer à se perfectionner. Et aujourd'hui, c'est revenu en France puisque c'est un Suisse qui dirige Omni, un Suisse allemand pour tout vous dire. Et c'est présent, c'est un courant. Voyons-le comme un courant, une école. Oui. L'hypnose médicale, j'ai mis là l'hypnose médicale dans le graphe parce que l'hypnose hellmanienne a été utilisée en hypnose médicale. C'est là qu'Hellman a enseigné à des médecins. Et puis on parlait des niveaux de trans, on a le niveau ESDAL où beaucoup d'opérations avaient été faites. On a eu du mal à reproduire par la suite, mais aujourd'hui maintenant c'est maîtrisé. Donc, on y arrive bien. Donc, oui, le médical, en anesthésie, en analgésie, était déjà présent avec le hellmanien, même si aujourd'hui, on utilise plutôt plus de l'éricksonien dans ce cadre-là. Alors, NGH classique. NGH classique. Et c'est surprenant parce que NGH, c'est National Guild of Hypnotists. C'est la guilde américaine des hypnothérapeutes, donc c'est c'est d'ailleurs à mon avis le plus grand courant de formation aux États-Unis. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont la plus grande certification en termes de taille? Oui, aussi. C'est vrai que leur diplôme est plus grand. Ouais. On est obligé d'acheter des enveloppes spéciales. Mais la NGH, c'est quoi? C'est la plus grande guilde d'hypnothérapeutes c'est la seule qui couvre toute la planète. C'est du hellmanien essentiellement, mais ils reconnaissent d'autres choses autour. C'est la plus grande guilde d'hypnothérapeutes sur la planète. Vous la retrouvez dans tous les pays. C'est les certificats qui sont valables quand vous voulez dans certains pays pouvoir pratiquer. On vous demande quelque chose qui est un peu reconnu et le seul qui soit reconnu, c'est le diplôme NGH. Alors en France, pas du tout, mais il y a des pays où si vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Au Canada, il vaut mieux avoir ça. Voilà, des choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus fondé, plus reconnu internationalement. Après, l'enseignement lui-même de la NGH, c'est particulier. Vous savez, c'est un enseignement assez simple, assez basique de l'hypnose, mais parce que c'est un esprit américain. C'est-à-dire que globalement, pour les Américains, vous avez plusieurs catégories. Vous avez, tiens, c'est intéressant d'aborder ce sujet. Vous avez des gens qui sont formés à. Est-ce que vous voulez former des grands spécialistes, des grandes pointures, des grands chirurgiens? Oui, c'est intéressant d'en avoir. Vous voulez former des Milton Erickson, c'est intéressant d'en avoir. Et pour ça, vous allez leur demander de faire un travail d'apprentissage qui est particulier. Mais tout le monde n'a pas ce don. Tout le monde n'est pas Mozart. Certains s'approchent de Mozart, sont des grands musiciens aussi. Mais par contre, si vous voulez que tout le monde ait accès à l'hypnothérapie, eh bien, vous devez fabriquer des gens qui peuvent devenir Mozart par la suite, mais qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'un cadre d'apprentissage, qui ont besoin de protocoles à déployer. Et le protocole, c'est ce qui nous permet d'avoir une médecine qui se déploie partout aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un dans un cadre hospitalier pour traiter un cancer va suivre des protocoles.
Il va pas être créatif, pas le faire à sa façon, il va suivre des protocoles. Et bien, l'enseignement NGH, c'est ça. C'est comment fabriquer beaucoup d'hypnothérapeutes avec des résultats qui sont tout à fait corrects en suivant des protocoles. Alors, on cherche pas à fabriquer quelqu'un qui est dans l'exception, on cherche à fabriquer quelqu'un qui est un peu standard, un peu standardisé, puis qui ira au-delà après. Ah, c'est une usine. Hein. C'est une usine à fabriquer de l'hypnothérapeute. C'est clair. Et la convention, et moi j'y étais l'année dernière, c'est une usine. Mon voisin, je à table le soir, je discute avec mon voisin. Je fais, tu fais quoi dans la vie? Il me dit, je suis gardien de prison. Et tu te formes à l'hypnose? Ouais. J'ai un cabinet à côté. On rencontre de tout. Comme chez nous. C'est un principe. Est-ce qu'on veut faire des infirmiers pour que tout le monde puisse avoir accès à l'outil, et puis quelques-uns seront dans l'exception. Parce que je vois beaucoup de gens qui critiquent les protocoles, mais la NGH, c'est du protocole. C'est une façon de faire, c'est une trame, une façon de faire. Et le protocole, c'est ce qui permet une entreprise. Au début de la vie d'une entreprise, elle a besoin d'avoir des gens qui sont dans l'exception pour partir avec la start-up, pour créer la start-up. Une fois qu'elle est établie, elle a besoin d'ingénieurs, des gens compétents, mais qui suivent des protocoles. Eh bien, c'est pour ça. Alors, à l'origine, un protocole, c'est vrai, c'est un outil d'apprentissage. C'est pas un outil qu'on fait en cabinet. Mais si on le fait en cabinet, il sera fonctionnel. Après, l'expert va aller au-delà du protocole, va comprendre les leviers, va aller bien au-delà. Mais tout le monde ne peut pas être dans la catégorie expert, ou tout le monde doit passer d'abord par la catégorie apprenti. Et appliquer des protocoles, c'est un gage de sécurité. Et ça, c'est le principe de la NGH. Je trouve que le parallèle, c'est avant d'être Salvador Dali, passe par l'école des Beaux-Arts. Et apprend à dessiner une main, apprend à dessiner un pied, apprend la morphologie. Alors, Picasso, il a appris la morphologie pour faire le cubisme à la fin. Et oui, mais le cubisme de quelqu'un qui connaît la morphologie, ça ressemble en rien à un dessin qu'aurait fait un enfant. Donc, en fait, le génie de la nouveauté par quelqu'un qui est passé par l'école classique, c'est une vraie forme de génie. Parce qu'il a appris l'art et ensuite il a appris à s'affranchir. C'est exactement ça. Donc, avançons un peu. Ouais. Donc, critiquons pas les protocoles, c'est un super outil d'apprentissage pour aller plus loin. Donc, alchimique. Alors, l'alchimique, c'est un des courants que j'aime beaucoup. C'est le courant de David Quigley. David Quigley qui fait des formations énormes partout sur la planète, qui est pas du tout connu en France. On l'a fait venir, c'est un ami. J'y ai demandé de venir il y a quelques années en France pendant une dizaine de jours, mais on n'a pas ouvert au public. On a fait ça que pour nos formateurs. On a regroupé nos formateurs et il nous a fait, je sais pas, 10 jours de formation ou je sais pas combien de jours de formation en interne pour faire monter notre compétence, comme on fait souvent, où on va chercher des outils à l'extérieur et puis on les ramène à l'intérieur, on les enseigne à nos formateurs, où on fait venir des grandes pointures internationales pour qu'ils fassent monter le niveau de nos formateurs. Et avec David, c'était assez phénoménal. C'est quelqu'un qui a créé tout un courant, toute une sur le tard. Hein, c'est quelqu'un qui est très âgé aujourd'hui, qui a créé tout un courant dans l'hypnose hellmanienne. Il y a aussi David Frédéric, qui est un courant un peu différent, mais et ce courant d'hypnose alchimique est un courant qui, ma foi, fonctionne très très bien. Alors pas en Europe, c'est pas connu en Europe. David n'est pas connu en Europe, pas mal aux États-Unis, pas mal au Japon, un petit peu partout sur la planète. Et c'est pour illustrer, et il y en a d'autres, comme je vous disais, il y a David Frédéric, il y a plein d'autres courants dans l'hypnose hellmanienne qui ont des styles différents. Ce que fait le langage qu'utilise et la forme qu'utilise la thérapie est un peu particulière, puisqu'il utilise beaucoup les INER, c'est-à-dire les implantations virtuelles de souvenirs et de personas dans l'hypnose alchimique, mais le langage qu'il utilise est très proche de l'éricksonien tout en étant très différent de l'éricksonien. On n'est pas dans un directif classique de base. D'ailleurs, l'hellmanien classique de base très directif, aujourd'hui, moi j'en connais pas beaucoup qui utilisent ça. Ça existe et c'est utile. On voulait vous faire une petite démonstration de ce que ça peut donner entre différence entre hellmanien et l'éricksonien avec une Dr Flower ou un truc comme ça. On n'aura pas le temps. Alors, juste un truc, Philippe. Ouais. Sur alchimique, tu peux déterminer le terme alchimique parce que souvent, il y a un doute entre le courant qu'il a créé d'hypnose alchimique, d'ailleurs, qui s'écrit pas exactement comme l'alchimie,
et l'alchimie, comme on peut voir le côté un peu plus sorcier, magicien qu'on pourrait avoir dans cette vision de base. Voilà. Ça veut dire transformationnel. Pour lui, ça veut dire transformationnel. C'est pas du tout l'hypnose. Et puis, vous savez, c'est des Américains. Donc, les Américains, pour eux, l'alchimie, c'est une notion pas du tout la même que chez les Européens. Parce que je vois certains qui parlaient de pierre philosophale, par exemple. Non, il n'y a pas ça. Il y a une jolie métaphore derrière la pierre philosophale, mais c'est pas le même sujet. Voilà. C'est pas le même sujet, oui. Alors, il nous reste à voir. On a parlé de la speed déjà. Donc, bon, la speed, on en a déjà pas mal parlé il y a quelques week-end, pas le dimanche dernier, mais le dimanche avant. Parlons de spirituel et de chamanique. Ah, ben la spirituelle. La spirituelle, c'est un courant. J'ai eu du mal à l'approcher au début, et puis on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Donc du coup, je me suis mis à l'étudier pour pouvoir en parler. Pas d'a priori. Il faut pas se laisser arrêter par des barrières. Et même si j'étais totalement contre au départ, en le découvrant, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de pertinence à l'intérieur, qu'il y avait des choses qui thérapeutiquement étaient super intéressantes. Donc du coup, la spirituelle va se diviser entre plusieurs courants, plusieurs écoles. C'est porté par des psychiatres différents aux États-Unis. Globalement, les libérations. Après, c'est une question de présupposés et de croyances derrière. Moi, quand je prends un outil de thérapie, j'accepte ces présupposés, le temps que j'utilise cet outil. Ça ne veut pas dire que j'accepte dans ma vie, mais le temps que j'utilise cet outil, j'accepte ces présupposés puisque c'est ce qui le rend fonctionnel. Les libérations, c'est ce qu'on appelle le monde des entités. Alors, j'aime pas ce terme du tout parce que pour moi, c'est trop vague et c'est pas ça derrière, mais c'est des charges émotionnelles qui viennent vous parasiter et se libérer de ces charges-là. Past life, c'est aller visiter des vies antérieures. Est-ce qu'elles sont métaphoriques ou pas? Je me pose pas la question. C'est utile, c'est efficace dans le travail thérapeutique. Donc, c'est un outil qui est pertinent pour moi. L'interlife, c'est donner du sens à notre vie. Qu'est-ce qui se passe entre les incarnations, si on croit aux incarnations. Et ça permet d'acquérir du sens à ce que l'on vit. Donc, pour certaines personnes, c'est extrêmement pertinent. Après, il y a un autre, les future life. Les future life, c'est la même chose qu'on fait avec le past life, mais sur le futur. Voilà, globalement. Ce qui permet d'ouvrir des portes et de construire des désirs, qui construire des avenirs aussi. Et enfin, l'hypnose archétypale. C'est une forme d'hypnose qui s'inspire des archétypes jungiens et qui va faire apparaître les archétypes que nous portons culturellement en nous et permettre de les laisser dialoguer avec nous et travailler au niveau archétypal. Alors ça, c'est aussi plein de sens, plein de pertinence. Voilà, je vais vite dessus, mais c'est… Mais bon, c'est vrai qu'on va rendre l'antenne en retard aujourd'hui. Je préfère prévenir ceux qui nous suivent dans le programme. En même temps, moi, j'ai rien à faire. Comme le disent certains, il faudrait que ça dure 3 heures, tellement c'est intéressant. Donc, merci pour ça, ça nous rassure aussi un peu. Mais c'est vrai que le sujet est vaste, c'est un premier état de l'art. Ouais. Et il nous reste à détailler l'hypnose chamanique. Alors, c'est un autre monde. Il ne faut pas la confondre avec la spirituelle, puisque les présupposés de base ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas de compatibilité entre l'hypnose spirituelle, le monde sur lequel ces présupposés de base se bâtissent, qui est un monde qui vient plutôt d'un aspect religieux avec des mondes au-dessus, des choses comme ça. Le chamanique n'a pas ce même monde. Il y a pas les arrière-mondes ne sont pas les mêmes dans ces présupposés de base. On a 3 types d'arrière-mondes. Le monde des esprits, qui n'est pas le nôtre, clairement. Le monde du milieu, auquel on appartient. Et le monde animal. Et c'est… Qui n'est pas le nôtre non plus. Qui n'est pas le nôtre non plus. Le monde animal n'est pas le nôtre. Nous appartenons plutôt au monde du milieu, même si on peut aller chercher des ressources dans le monde animal, même si on peut négocier avec le monde des esprits. Tout ça, c'est des échanges et certains problèmes… Il y en a qui sont restés coincés dans le monde animal. C'est affreux. J'en connais. Je dirais pas les noms. Voilà, c'est pas bâti sur la même vision cosmogonique du tout que l'hypnose spirituelle. C'est encore un autre champ qui est assez fantastique, hein, avec des outils qui sont du monde de la rêverie, du monde de l'hyper-impérien aussi des fois, beaucoup. Et
Et c'est une construction à travers le monde des esprits où on peut avoir des alliés, trouver des alliés dans le monde des esprits, mais trouver des choses qui nous polluent dans le monde des esprits, qui ne sont pas les mêmes choses du tout qu'on verra en spirituel. Hein. C'est vraiment les arrière-mondes sont totalement différents. Les deux, l'hypnose spirituelle ou le chamanique, font appel à des arrière-mondes. Pour autant, ce ne sont pas du tout les mêmes constructions. Alors, il y a des questions. Et un de ces jours, on est en train de vous préparer une formation, effectivement, à l'hypnose chamanique. Alors, en fait, quelque part, voilà, si je remets le schéma, vous voyez que on a commencé doucement et on a ouvert. On va le mettre en grand parce qu'il est un petit le schéma. Voilà, ouais. Voilà, on a ouvert et nous, déjà, on s'est dit quelle stratégie, si on peut faire un maître praticien, quelqu'un qui est maître praticien en hypnose pour nous, même si c'est maître praticien en hypnose ericksonienne, il doit avoir un minimum de connaissances sur pas mal d'autres techniques. Donc, on a décidé dans le nouveau maître praticien qu'on mettra en production quand, Philippe, on peut dire, on avait prévu de le mettre en septembre. Mais on doit former les formateurs pour le faire. Je suis en retard. Je pense qu'il y a des chances que ce soit janvier 2021, on peut dire ça? Non? Qu'est-ce que tu en dis? On va se mettre ce pari-là. Non, parce qu'il y a quelqu'un que je connais qui me dit souvent quand il y a une idée qui n'a pas de date en face, elle n'existe pas. Et du coup, allez, mettons janvier. Il retourne mes arguments là. Je me désolidarise totalement. Donc en fait, l'idée ce serait d'avoir dans le MedPrat une ouverture à tout ça, pour ensuite avoir le minimum de compréhension de la philosophie qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on a emprunté à chacun de ces domaines-là quand on fait une métaphore, par exemple, et qu'on utilise la métaphore des 5 archétypes? Qu'est-ce qu'on a emprunté à l'hypnose archétypale? Et ainsi de suite. Et non plus se dire, voilà, moi je suis spécialisé en hypnose ericksonienne, mon domaine c'est l'hypnose ericksonienne, et mon domaine c'est ce qui existe, mon domaine c'est ce qui marche. J'ai vu pas mal de débats là dans les échanges qu'on a sur les commentaires. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Mais ça je ferai pas. Est-ce qu'on peut faire ça? Je sais pas. En fait, faites ce qui fonctionne. Et pour savoir que quelque chose ne fonctionne pas, testez-le. Et testez-le même plusieurs fois dans des cas différents parce qu'en fait, les choses marchent ici et ne marchent pas là. Et vous apprenez des règles, vous apprenez des protocoles et cassez les règles en faisant des expérimentations sur vos apprentissages. Moi, je me rappelle d'une soirée où il y avait un autre hypno. On était 2 hypnos dans une soirée. Ça arrive qu'on se retrouve comme ça. Et il me dit, mais est-ce que toi, tu fais de l'ericksonien? Tu fais de l'hypnose ericksonienne? Et je réponds non. Alors là, pas du tout, impossible. Impossible. Pas possible du tout. Il me fait, mais tu fais de l'hellmanienne? Je fais, ben non plus. Pas possible. Il me regarde. Merde, on saura jamais la fin. Oui, on saura jamais la fin. Ah, mais moi, je vais vous la dire la fin. Il fait de la kinbeiterienne. C'est ça la fin. On fait juste de l'hypnose en mélangeant. Ça ne met pas en valeur. T'as vu, il est bloqué dans. Oui, c'est vrai. Et plus vous en avez, plus vous avez d'outils, plus vous avez de façons de faire, plus vous pouvez vous adapter. On fait tous de l'hypnose et c'est une hypnose qui est mixte, polyvalente, parce que les êtres humains sont pas monolithiques, ils sont toujours différents. Donc, et puis si vous faites toujours la même chose, en plus vous allez vous embêter. Or, on vit une passion, on la découvre, on agrandit notre champ de connaissances tout le temps. C'est ça qui est super. Et puis, il y a un moment où on accompagne des gens et on ne jure que par une technique. On dit « Oh, mais ça, c'est génial, je fais ça souvent. » Et on y repense 5 ans ou 10 ans après, on se dit « Ah, c'est marrant, quand j'avais commencé, je faisais que ça. » Mais c'est bien, on passe par un chemin et on fait pas la même chose avec nos clients. Oh, comment on a taillé quand tu n'étais pas là. Ouais, super. Mon téléphone est passé en surchauffe. Ouais, mais j'ai fini ton histoire, t'inquiète pas, c'est pas la peine de finir là. Alors, je verrai le replay. Ça fait 1h10 bientôt qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On présente le programme de ce qui vient ensuite?
Je te laisse Donc, présenter le programme. Alors, nous avons cet après-midi un tea time, voyage au pays de vos rêves. Donc, c'est une séance pour mieux dormir avec Sabrina. Voilà. Non, pour mieux dormir animé par Sabrina. Pardon. Voilà. Excusez-moi. Donc, ensuite, samedi, demain, nous avons les drivers et les injonctions. Donc, c'est Philippe, Jando et Céhil qui vont nous parler des drivers. Je ne serai pas là demain. Ok, alors que Jando et Céhil. Malheureusement, c'est un sujet qui m'aurait passionné, mais non. On travaille sur les drivers de l'analyse transactionnelle. Dimanche, embrassez votre destinée. Alors, dimanche, attention, il faut s'accrocher. C'est une grosse séance avec de gros enjeux. Donc, embrassez votre destinée. Et il y a Philippe, Franck, Fred et Céhil qui seront là. Lundi, auto-hypnose, notre rendez-vous régulier avec Franck et Christophe. Et voilà pour le programme qu'on a à vous annoncer. En tout cas, pour ma part. Un petit message avant que vous finalisez. Pour le dimanche, on a besoin d'expérimentateurs, des gens motivés. Sur la page Synapse, on a mis un post pour vous permettre, comme on l'a déjà fait il y a 2 semaines, de participer avec Philippe, avec Franck, avec Frédéric et avec Céline en direct et en live. Moi, je m'occuperai du back-office et du côté technique pour pouvoir vous accueillir. Mais allez voir ce qui se passe là. On a vraiment besoin de vous. Je ne vais pas vous la faire à l'américaine en me disant on a besoin de vous, mais quand même, on a besoin de vous. On a besoin de vous, mais dépêchez-vous parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup d'inscriptions et je me demande s'il reste de la place. Donc, je crois que ceux qui sont intéressés, il faut qu'ils le fassent tout de suite. Oh oui, Claire. Ceux qui voient le replay, à mon avis, surtout si vous le voyez lundi prochain, c'est trop tard. Donc, voilà pour notre programme. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications, Philippe, Christophe, pour ce panorama sur l'hypnose. J'imagine qu'on a dû dire plein de conneries avec tout ce qu'on a dit. C'est sûr qu'il y en a, hein. Mais peut-être que dans le lot, il y a 2 ou 3 petites choses pertinentes. En tout cas, merci pour avoir assisté à ce Café Synapse et synapsez-vous. Synapsez-vous. Synapsez-vous.